Un petit mot, je ne veux pas te déranger. Alors, sur Ilchot Brachot, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sujets sur les lois de Brachot. Les lois de Brachot sont exclusivement très vastes. Ok? Il y a beaucoup de lois qui sont très vastes, mais les lois de Brachot, c'est au jour le jour. On est vraiment confronté à cela au jour le jour. Et vraiment, d'ailleurs, le troisième volume de Bet Maran, il est presque exclusivement sur les lois de Brachot. Il y a un sujet vraiment assez intéressant dans les Ilchot Brachot, c'est Pataba Bekisnin. C'est quoi Pataba Bekisnin? Quand est-ce qu'on considère une pâte qui devient mésonote? Quand est-ce qu'on considère cela? D'ailleurs, il faut savoir que lorsqu'on mange le beignet à Hanouka, on peut se poser la question. Vous savez, un beignet en général, il fait à peu près 85 grammes. À peu près. On n'est pas médecin, on n'associe pas dans le grammage la confiture qui est à l'intérieur. Il y a une grande généralité dans les trucs d'association. Quand est-ce qu'on considère dans le poids? C'est uniquement lorsque la pâte, elle est mélangée avec l'ingrédient initial, comme par exemple du sucre, des œufs, de l'huile et tout ça. Ça, oui, on peut considérer dans le poids. Mais la confiture qu'on rentre à l'intérieur, on le considère pas dans le poids. Donc, un beignet, en général, il fait 85 grammes. Ok? 85 grammes. 20 grammes à peu près de confiture, tout dépend de quelle fabrique. Mais en tout cas, 85 grammes. Merci beaucoup. Maintenant, la question qui est, est-ce que sur les beignets, on peut en arriver à faire Netilat Yadayim et Amotzi dessus ou pas? Alors, tout d'abord, il y a une discussion dans les Rishonim entre le Ravaï Gaon, Rabbeinu Hananel et le Rambam. Selon le Ravaï Gaon, quand est-ce qu'une pâte elle devient mésonote? Lorsqu'elle est croustillante. Selon le Rabbeinu Hananel, lorsque cette pâte-là, elle est fourrée. Alors que selon le Rambam, uniquement lorsque la pâte elle devient sucrée, on ressent le goût. C'est très important que je précise ça, parce qu'il y en a plein qui font à la maison des gâteaux, qui font des brioches et tout ça. Ils pensent que c'est devenu mésonote alors que c'est encore motzi. C'est pas parce qu'on rajoute du jus d'orange ou du sucre que ça devient mésonote. C'est uniquement lorsqu'on ressent le goût. Comme le dit Maran à Shulchan Aruch, Siman 168 à la Chassis, explicitement, qu'il faut ressentir le goût du sucré pour que ça devienne mésonote. Faire très attention à cela. En tout cas, voilà 3 avis distincts. Selon chacun des avis, il pensera contraire à l'avis qui lui est distinct. Par exemple, l'avis du Rambam qui pense que pour qu'une pâte devienne mésonote, il faut qu'elle soit sucrée. Il pensera que même si elle est croustillante ou même si elle est fourrée, ça sera motzi. La même chose le Ravaï Gaon qui pense qu'il faut que ça soit croustillant. Il pensera que même si la pâte elle est sucrée ou bien même qu'elle est fourrée, ça restera motzi. Le Shulchan Aruch Siman Kuf Samechet Seif Vav, il tranche la halacha comme les 3 avis. Ça fait brachot laquelle, en cas de doute sur une bracha, on tranchera comme chacun d'eux. C'est pour ça qu'une pâte, qu'elle soit croustillante ou bien sucrée ou bien fourrée, dans tous les cas, on fera dessus mésonote. Maintenant, la question qui est très intéressante en ce qui concerne les beignets. Il faut savoir que, je vous rapporte une seconde divergence d'opinion avant que j'en arrive aux beignets. Il faut savoir qu'il y a un din dans la halakha de Gviut Seuda. C'est quoi Gviut Seuda? C'est lorsque l'on va fixer son repas par ce mésonote. Étant donné qu'il y a un doute dans la halakha, comme qui on tranche la halakha, selon le Ravaï Gaon par exemple, lorsqu'une pâte elle est sucrée, on fera toujours motzi. Alors c'est pour cela qu'on tranche la halakha qu'à partir du moment où on va être kové à Seuda, on va fixer son repas avec ce même pain-là, avec cette même pâte-là, alors on devra faire Netilat Yadayim, Amotzi et Birkat Hamazon. Je vous donne la halakha. Il y a une discussion entre Rashi et Rambam, quand est-ce qu'on est kové à Seuda sur du mésonote. Selon Rashi, lorsqu'on mange 162 grammes, j'abrège, parce qu'il y a d'autres calculs derrière, 162 grammes, pardon, 216 grammes, alors que selon le Rambam, 162 grammes. Shulchan Aruch tranche la halacha comme le Rambam. Et donc, à partir de 162 grammes de mésonote, on devra faire Netilat Yadayim, Amotzi et Birkat Hamazon. On tranche pas comme le Shulchan Aruch la halacha, parce que ça fait brachot laquelle. Comment tu peux faire Birkat Hamazon, où il y a 4 berachot, alors que, selon Rashi, c'est qu'à partir de 216 grammes. Selon Rashi, moins de 216 grammes, on fait à la mechia, donc une seule bracha. Ça fait brachot laquelle, on fera uniquement qu'à partir de 216 grammes, Netilat Yadayim, Amotzi et Birkat Hamazon. Donc si on mange maintenant à peu près 3 beignets, 2 beignets et demi, on arrive à 216 grammes facilement. Ok, Blaenara, à Hanouka, on grossit plus qu'à Rosh Hashanah. C'est comme ça, on sait pas pourquoi. Ok, il n'y a pas beaucoup de lois pourtant, mais on grossit plus qu'à Rosh Hashanah. Et si on mange à peu près 2 beignets et demi, 3 beignets, on devrait déjà faire Netilat Yadayim, Amotzi et Birkat Hamazon. Il faut savoir que selon la halakha, il y a un doute à ce sujet aussi, parce que le Ginat Vradim, il dit effectivement, même si c'est cuit sur le feu,
il y a à peu près 350 ans le Ganad Vradim, même si c'est cuit sur le feu, même si on poêle et tout ça, quand bien même, ça restera à moitié la chaminaret si on mange une quantité initiale, comme on l'a dit au préalable. Mais, en ce qui concerne la halakha, ça aussi on dit ça fait brachot laquelle. À partir du moment où c'est cuit sur le feu, ça rentre plus dans le paramétrage d'un moti. Un moti, normalement, c'est cuit au four. Donc, tant que ce n'est pas cuit au four, on ne pourra jamais être kové à Souda sur un tel maisonnote. Et donc, même si on mange blainara, 1 kilo de beignet, on fera jamais dessus, netchetadaim, amoti, berkat Amazon. Voilà. Je voulais pas trop. Je continue encore? Selon cela, on va avoir beaucoup de nafkamina, beaucoup de distinctions halachiques. Comme on sait, sur les pâtes, sur le couscous, sur ce genre de choses, on fera jamais dessus netchet shadaim et amotzi. Pourquoi? Parce que c'est cuit sur le feu, tout simplement. Comme ça, on tranche la halakha. Mais il faut savoir que le Rav Ovadia Yosef, Zechrono Livracha, il pense que pour Sukkot exclusivement, on devra être mahmir comme l'avis du Rambam en ce qui concerne Gviut Seuda à partir de 162 grammes. Comme on sait tous, lorsqu'on rentre dans la souka, on va manger motzi, on devra faire dessus les chefs basouka. Maintenant, si on est kové à Seuda sur du mezonot, on devrait aussi faire la bracha de l'échef basouka. Nachon? Étant donné que c'est comme du motzi. Alors le Rav Ovadia, il dit la chose suivante. Il dit qu'étant donné que c'est une bracha de la Torah, les chefs basouka, c'est pas une bracha de la Torah, c'est une misva de la Torah, de s'asseoir dans la souka et manger motzi. Lorsque vous allez manger motzi dans la souka, vous allez être mekaim la misva de Sukkot, tishvu kain taduru. Ok? Donc à partir de ce moment-là, le Rav Ovadia, il dit que même à partir de 162 grammes, on peut faire dessus déjà les chefs basouka. Et non pas 216 grammes qu'on avait dit au préalable. Maintenant, il va y avoir certaines distinctions à l'arrêt très intéressantes. Si on considère la cuisson sur le feu comme étant une cuisson, et non pas comme étant enfourné au four, donc on a dit maintenant par rapport à motzi ou bien bichoul, il faut savoir qu'il y a une différence entre bichoul et afia, entre cuisson sur le feu et cuisson au four. C'est quoi la distinction à l'arrêt? C'est en ce qui concerne bichoul goy. Il faut savoir que pour bichoul goy, on n'a pas le droit de faire cuire par un non-juif quelque chose comme on le sait tous. Ok? S'il y a quelqu'un, un goy, il vient et il nous cuit un plat, on n'a pas le droit de le consommer. Ça s'appelle bichoul goy. Par contre, par rapport au pain, il y a écrit comme ça dans la Gemara, on est beaucoup plus mekilim, on est beaucoup plus souple. Pourquoi? Parce que le pain, c'est la vitalité de la personne. On ne peut pas vivre sans pain. Donc Rachamim, ils ont mis un point d'honneur à ce sujet. Ils ont été beaucoup plus souples. Donc, lorsqu'il n'y a rien d'autre qu'un pain d'un goy, on a le droit de consommer le pain d'un goy. Mais celui qui va être plus strict, c'est bien de ramener un juif dans une boulangerie et que ce juif-là allume le feu. Comme on a tous l'habitude en France, c'est comme ça que ça se passe. Dans certaines boulangeries, il y a un juif qui vient et qui allume le feu. Très bien. Mais il faut savoir que pour la cuisson sur le feu, lorsqu'on va faire cuire sur une marmite, etc., alors sur ça, il y a une différence à la règle entre le Shulchan Aruch et le Rama. Le Rama, il pense que même si le juif, il vient, il allume, et le goy, il met sur le feu, c'est bon. Ça s'appelle plus bichoul goy. Alors que selon le Shulchan Aruch, non. Si le juif, il vient, il allume, il faut obligatoirement qu'il mette sur le feu. Il doit faire les deux actions. Si, par contre, le goy, il met sur le feu, mais le feu, il n'est pas encore allumé, et le juif, il vient derrière, ça aussi, c'est permis. Donc, si on considère les beignets comme étant cuits sur le feu, on ne pourra plus être mekel par rapport à bichoul goy. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire maintenant que cette pâte-là, elle n'est pas considérée comme du pain. Ok? On a tranché la halakha que même si on mange 1 kilo de beignets, on ne fera pas dessus ni tchetchadaim, ni amotzi, ni birkat Amazon. Parce que c'est frit, c'est sur le feu. Donc, en fin de compte, les paramétrages de ce beignet-là seront comme bichoul, ne seront pas comme afia. Donc, selon cette distinction, on verra qu'on devrait être mahmir par rapport à bichoul goy. Si maintenant, il y a un goy qui vient et qui met sur le feu lui-même les beignets, moi je l'ai allumé et lui il met les beignets sur le feu, c'est interdit, c'est un problème. Alors que si on considère, comme l'avis du Ginad Vradim qu'on a dit au préalable, que ce beignet-là, même s'il est cuit sur le feu, ça reste selon les paramétrages d'un pain, on pourrait être plus mekel. Donc comment on tranche la halakha? D'un côté, on dit que ça rentre pas dans les paramétrages d'un pain, et d'un autre côté, on doit être plus mahmir parce que c'est considéré comme étant une cuisson sur le feu.
Comme quoi on tient la halakha. Le Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha rapporte comme ça dans son responsable Yachav Da'at que étant donné que là la vie du Ginat Vradim, du Ginat Vradim, il considère ce beignet-là comme étant du pain, c'est-à-dire qu'on peut être kové à Souda sur ce beignet, même s'il est cuit sur la poêle. Alors, étant donné qu'on a son avis, le Rav Ovadia Yosef fait un sfek sveka. Ça fait peut-être que la halakha est comme le Ginat Vradim, et donc ça rentre dans les paramétrages d'un pain, et donc on pourrait être plus mekel par rapport à Bishul Goy. Et deuxième, ça fait peut-être que la halakha est comme le Rama, qu'on peut être plus mekel même par rapport à un Bishul normal. Juste le fait que le juif vienne allumer, c'est suffisant. Sfek sveka, c'est pour cela que pour les beignets, on peut être plus mekel, même si le goy il vient et il met sur le feu lui-même. Très bien. Autre chose. On finit pas par là. Encore un peu? Je suis pas trop préparé. Autre chose. Par rapport à la bracha de Alamechia. Par rapport à la bracha de Alamechia. Il faut savoir que la bracha de Alamechia que l'on va faire sur les beignets, ok, donc on a tranché la bracha que dans tous les cas ça sera Alamechia, on fera jamais dessus Birkat Amazon. Alamechia, il faut savoir que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zichrono Livracha, il dit pourquoi on mange les beignets à Hanouka. Pour plusieurs raisons, effectivement. Une des raisons par rapport à Zecher à l'huile, ok, c'est la fête des Tunisiens, ok, Zecher à l'huile, mais aussi par rapport au fait que l'on va faire sur les beignets à la mechia. Lorsqu'on va faire à la mechia, on fait à la fin, on met au milieu ve'al misbachar. C'est quoi le misbachar? Sur ton autel. Il faut savoir au temps de Hanouka, lorsqu'il y a eu le problème de Hanouka, à l'époque de Hanouka, les Yevanim, ils sont venus, ils ont impurifié le temple, ils ont impurifié les huiles, etc. Et donc, ils savaient comment purifier certaines choses, les Kohanim. Mais le misbéar, ils ne savaient pas comment purifier. Comment purifier un misbéar? Comment purifier un autel? Là, on va rapporter les sacrifices. Qu'est-ce qu'ils ont fait, étant donné qu'ils ne savaient pas comment purifier? Ils ont détruit le misbéar. Ils l'ont mis dans la gnisa. Ok? Ils ont été gonezota. Et ensuite, ils ont reconstruit un misbéar. Et là, il y a eu Hanouka à misbéar lors de Hanouka. À la période de Hanouka, entre le café Bekislev et le 2 Tevet. Zecher, ce misbéar-là, on fait à la mechia, ve'al misbachar. Dans le Birkat Amazon, on rappelle pas le misbéar. Dans le al-mechia, on rappelle le misbéar. Donc c'est pour ça, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit c'est pour ça qu'on mange des beignets à Hanouka pour rappeler le misbéar qu'il y a eu au temps de Hanouka. Maintenant, il faut savoir que dans l'al-mechia, vous allez avoir beaucoup de divergences d'opinion. Comment il faut finir cette bracha-là? Est-ce qu'il faut finir à la Haaretz vers la Mechia et à la Kalkala, ou bien à la Haaretz vers la Mechia uniquement? Alors vous allez me dire, bon, c'est un problème de coutume. Il y en a certains qui pensent comme ça, il y en a d'autres qui pensent comme ça. Alors il faut savoir que selon la halakha, lorsqu'on a une coutume qui va à l'encontre de la halakha, il faut faire attention. Le Rashba, il nous enseigne, dans le Masechet Brachot, le Rashba, il nous enseigne que lorsque vous avez une coutume qui est yeshbo shemetz shel isur, qu'il y a une virgule d'un isur, que peut-être qu'on peut en arriver à un isur, chas v'shalom. Alors le gadol ador, il peut être là, il peut annuler ce minag-là. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette coutume? C'est une coutume, c'est quoi le problème? Alors il faut savoir que c'est rapporté comme ça dans le traité Yevamot, que lo chotmim b'shtaim. On n'a pas le droit de signer une bracha avec deux choses distinctes. Je vous donne un exemple, que Bezrat Hashem, on ne puisse plus jamais faire cette bracha. Mais lorsque à Tisha B'Av, on fait la bracha dans Tishkon Betor Yerushalayim, on dit quoi là-bas? Nachem. À la fin de cette bracha, on dit quoi? Menachem Tzion Bevinyan Yerushalayim. La condoléance de Tzion par la reconstruction du Mishkan. Et il y en a certains qui disent non. Menachem Tzion Vebinyan Yerushalayim. Et la reconstruction du Mishkan. Non, c'est pas bien. Pour ça que le Rav Yosef, il dit c'est pas bien, il faut pas faire ça. Traité Yevamot, il est explicite. On n'est pas chotem b'shtaim. On ne signe pas une bracha par deux demandes. C'est pour cela que là, il s'agit d'une halakha, il s'agit plus d'une coutume. Pour cela que, lorsque vous allez faire à la mechia, en tout cas, je parle bien selon l'avis du Rav Yosef. Après, ceux qui suivent d'autres, je comprends, chas v'shalom, je ne viens pas remettre de côté chas v'shalom d'autres avis, halachiques, évidemment. Mais en tout cas, selon l'avis du Rav Yosef Zichrono Livracha, on ne devra pas être chotem à la fin, on ne devra pas signer la bracha de la mechia, à la mechia ve à la kalkala, parce que là, on est chotem bishtaim. À la haaretz ve la mechia uniquement. Faire très attention à cela. D'ailleurs, il y a d'autres coutumes qui ressemblent à ça. Vous allez me dire,
Il a écrit comme ça, Rabbeinu Maimon, le père du Rambam, il y a déjà 900 ans. Il a écrit comme ça, En la kel bishu minag. On ne devra pas être plus souple pour n'importe quel minag. Ça n'existe pas, on peut pas être, on devra perpétuer chaque minag. Au point où le Rabbeinu Maimon, c'est le premier qui a rapporté, c'est pour cela qu'on a l'habitude de manger des beignets à Hanouka. Rabbeinu Maimon, déjà il y a 900 ans. Alors selon cela, comment Maran Arav Yosef Zichrono Livracha, il a pu venir et annuler certains minagim. Il y en a plein qui ont été vraiment frustrés de voir certains minagim qui ont été annulés, etc. Mais essayons de comprendre. C'est un gadolador, le Rav Yosef. Donc essayons de comprendre son avis. Alors c'est rapporté comme ça dans Yerushalmi, Masechet Maaser Sheni. C'est rapporté là-bas que lorsqu'il y a un beddin qui ne savent pas comment trancher la halacha, ils disent comme, le Yerushalmi dit comme ça, hein, qui sortent le beddin et qui voient comment ils sont noëg le ham. Comment se comporte le peuple. Comment il se comporte le peuple, tu trancheras la halacha. Donc on voit qu'on suit le minag, la coutume. Mais quand est-ce qu'on dit cela? Quand le beddin ne sait pas comment trancher une halacha. Lorsque le beddin sait comment trancher la halacha, lorsque le gadol adore sait comment trancher la halacha, on ne peut pas mettre en évidence la coutume à l'encontre de la halacha. Il y a plusieurs coutumes qui existent comme ça. Il faut savoir qu'à chaque cours, je le dis ça, les coutumes, ils sont très importantes. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, s'ils n'avaient pas fait certaines coutumes, on n'aurait jamais été là, moi j'aurais jamais été là pour enseigner. Évidemment. Parce que sans eux, on n'aurait jamais pu rien être. Masa avot siman abanim. C'est très important. Ce qu'ils ont fait, et je le dis à chaque fois, mais Zichrono Livracha, mon grand-père, il m'a raconté une fois qu'ils avaient la coutume de manger les chalot, le Shabbat, c'était obligatoire. Mais ils allaient le chercher vendredi soir, les chalot chez l'arabe. C'était très important. Les chalot, c'est très important, mais c'était bien évidemment par naïveté, ils ne savaient pas que c'était interdit de porter dans un endroit public, etc. Évidemment. Mais encore une fois, ces coutumes-là, ils étaient très importantes et c'est cette tradition qu'ils ont gardée, qui ont fait que, Baruch Hashem, on est là aujourd'hui. Mais on apprend. Si on devrait suivre uniquement les coutumes et ce qu'ils faisaient nos grands-parents, ça sert à rien qu'on étudie la Torah. On étudie la Torah, Baruch Hashem, pour évoluer. On voit certaines choses qui vont à l'encontre de la halacha. Des coutumes qui vont à l'encontre de la halacha. Par exemple, il y en a plusieurs qui, les avdil, le jour de deuil, etc., ils jettent les chaussures de l'endeuillé. Pardon, pas de l'endeuillé, du défunt. Mais d'où vient cette coutume? C'est important de connaître les racines d'une coutume. Les racines d'une coutume sont très, très, très importantes. Il faut savoir que c'est rapporté comme ça, dans le Chesed la Halafim. Non. Sefer Chassidim. Sefer Chassidim. Il dit comme ça, que on déchire les chaussures d'un défunt. C'est rapporté. Mais quelles chaussures? Chas v'shalom, la avdil, etc. Mais uniquement les chaussures qu'il avait au moment où il est décédé. Pourquoi? Parce que le nefesh, il sort de là-bas. C'est rapporté comme ça dans Sefer Chassidim. Donc pourquoi déchirer toutes ces chaussures? Il faut comprendre les racines d'une coutume pour en trancher une halakha. On comprend le Sefer Chassidim. C'est Sefer Chassidim. Ok? Un Rishon. Mais le Sefer Chassidim, il dit ça uniquement par rapport aux chaussures d'un défunt qu'il avait au moment qu'il est décédé. Alors pourquoi déchirer toutes les chaussures Bal Tashrit. Bal Tashrit, il y a écrit comme ça dans Tosfot, je crois que c'est la Masechet Zvachim. Il dit comme ça Tosfot que déjà c'est la Gemara qui dit ça, que lorsqu'il y avait un roi qui décédait, on devait brûler tous ses vêtements, on devait même castrer son cheval. Pourquoi? De peur qu'on en arrive à diminuer le kavod de ces habits-là ou diminuer le kavod de ces animaux et qu'un paysan allait s'asseoir sur son cheval ou bien un paysan allait porter ses vêtements. Il y avait un kavod. Qu'on le veuille ou non, il y avait un kavod. Un roi, c'est un roi. D'ailleurs, à Tkedekar, il y a une halakha qui sort de là, très intéressante. Lorsque David Amelech, il est décédé, il est niftar pendant Shabbat. Shlomo Amelech, il savait pas comment faire, il est niftar dans sa maison. Est-ce qu'il avait le droit de le porter ou pas? Alors il est parti demander au Chachamim, qu'est-ce que je dois faire? Alors les Chachamim lui ont dit, mets un kikar, un bout de pain, tu le mets dessus, et là tu pourras le porter. C'est mouxé. C'est mouxé. Alors mais Farché, il se pose la question, pourquoi? Il avait les habits sur lui. Il avait ses habits. Les habits, déjà, ils font office de... C'est bon, c'est important, ce sont des habits importants. La Gemara de nous dire, non, c'est malbouche malachim. Ce sont les habits d'un roi, interdit d'utiliser. Alors allez, la Gemara se pose encore la question, mais c'était Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, il pouvait utiliser ses vêtements. Donc en quoi c'est un habit qui est inutilisable?
Bon, la Gemara de dire qu'il faut que ça soit mouxé vraiment pour tout le monde, étant donné que c'était mouxé pour tout le monde, le Rav Aram, alors à ce moment-là, bon, une grosse discussion à l'Afrique. Mais en tout cas, on voit de là que les habits d'un roi, c'était très important, au point où on devait les brûler. Alors, Tosfos se pose la question, pourquoi tu dis pas Baltashrit? Alors, on a dit Baltashrit au début par rapport aux chaussures et tout ça, pourquoi tu dis pas Baltashrit? Comme ça, ils disent Tosfot. Lorsqu'il y a un tzorer, lorsqu'il y a un besoin, il n'y a pas de problème de Baltashrit. Lorsqu'il y a un tzorer de castrer une bête, c'est plus Tsar Belchaim. D'ailleurs, là, ça répond à tous les végans, ok? On a le droit de manger de la viande, il n'y a aucun problème. Les corbanotes étaient faits à base de viande. Lorsqu'il y a un tzorer pour l'être humain, il n'y a pas de problème de Tsar Belchaim. Kadosh Baruch Hu l'a ramené dans ce monde. Des êtres, bien évidemment, il faut être mechabed et tabriot, il faut pas faire n'importe quoi. Chazeshom, oh combien la Torah l'a mis en évidence, Tsar Belchaim, oh combien, au plan dans Ilchot Mouxé, il y a écrit comme ça, il y a écrit dans, je crois que c'est Siman Resh Enzen, je me souviens plus, ou Siman Shinchet, il a rapporté comme ça au sujet c'est déjà rapporté dans le traité Shabbat, au sujet d'une bête qui tombe d'une falaise et qui tombe dans l'eau, ok? Et elle va se noyer, Tsar Belchaim. Alors, il y a écrit dans la Gemara qu'on a le droit de mettre Kassiv et Ksatot. Ok? Il y a écrit qu'on a le droit de mettre des coussins et des couvertures pour qu'elle puisse remonter tout seul. La Gemara se pose la question, mais c'est mouxé. Comment on peut mettre des habits et des coussins et tout ça là-bas? On pourra pas retirer après ces coussins. Il y a écrit comme ça dans la halacha que c'est les vatel klimé chano. On pourra plus reprendre après ces coussins de peur qu'on va les essorer. Donc là, on est vatel klimé chano. On annule l'utilité initiale de l'objet. La Gemara nous dit Tsar Belchaim. La Torah elle met en évidence Tsar Belchaim, bien évidemment, bien évidemment. Mais il faut savoir aussi être au milieu, c'est-à-dire pas être non plus trop extrême. Tsar Belchaim, Tsar Belchaim. Non, lorsqu'il y a un besoin pour l'homme, tout soit nous disent Mefourash, il n'y a pas de problème de Tsar Belchaim. Donc on voit que oui, il faut faire attention à Baltashrit lorsqu'il n'y a pas de nécessité. Alors lorsqu'il y a une coutume telle de déchirer, etc., la chaussure, uniquement cette chaussure-là et pas d'autres chaussures. C'est important de connaître les raisons d'une coutume pour en arriver à une halakha. Donc lorsque ça va à l'encontre de la halakha, là c'est Baltashrit, là évidemment il faut annuler cette coutume. Là il faut annuler cette coutume. C'est pas une coutume qui est vraie parce que la seule coutume c'est le Sefer Chassidim. Uniquement la chaussure qui était du défunt, ça oui, ça on garde évidemment. Mais les autres chaussures non, c'est Baltashrit. Donc lorsqu'il y a une coutume, il faut savoir d'où vient cette coutume pour comprendre la halakha. Certaines coutumes, des fois, elles sont erronées. Il faut les comprendre. Il faut comprendre d'où vient cette coutume pour en arriver et trancher la halakha. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch, Rabbi Yoel, Nifla.